Et voilà. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Virginie Francoeur. Virginie est titulaire d'un doctorat en management et est professeure en changement organisationnel à Polytechnique Montréal, où elle dirige une équipe de recherche sur les comportements éco-responsables en milieu de travail. Elle a publié en 2022 son 6e livre qui est intitulé Green Behaviors in the Workplace aux éditions Springer Nature et elle continue de réaliser des projets mobilisateurs pour remettre l'humain et l'environnement au cœur des décisions organisationnelles en s'assurant que les résultats profitent au milieu de la recherche et à l'industrie. L'activité qu'elle nous propose aujourd'hui permet de prendre conscience de ces comportements éco-responsables sous la forme d'un jeu ludique. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Virginie. Je vous souhaite une excellente activité et je laisse la parole à Virginie. Ben, merci de me recevoir. D'ailleurs, celles et ceux qui sont parmi nous, là, je vous invite à ouvrir vos caméras. C'est toujours plus agréable pour moi de vous voir aussi. Alors, sans plus tarder, là, je vais partager ma présentation. Attendez, je vais prendre euh, ici, écran 1. Je suis sur 2 écrans, ça sera pas long. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait. Parfait. Donc ici, en guise d'entrée en matière, j'ai choisi de vous montrer une pile de déchets. C'est une photo que j'avais prise dans une usine de recyclage. Donc, ça montre d'une part notre urgence d'agir et d'autre part, ça montre aussi, je ne sais pas si ça va éveiller une certaine éco-anxiété, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter de comment on peut réduire l'éco-anxiété par des pratiques vertes en milieu de travail. Étant une passionnée de plein air, j'ai décidé d'utiliser la métaphore de la montagne pour vous présenter le plan d'aujourd'hui. Donc, on va commencer le voyage ensemble, disons un périple vers le sommet de l'éco-responsabilité. On va traverser, en fait, on va grimper ensemble à travers trois camps de base. Donc, on va explorer 3 différents sujets. Premièrement, l'éco-anxiété, ensuite, pratiques individuelles, puis, vous allez tester votre profil, votre identité écologique à travers un jeu. Puis, quand on sera arrivé au sommet de la montagne, bien, ça sera une période de questions et d'échanges. Virginie, est-ce que tu as la Oui? possibilité de mettre ta présentation en plein écran? Là, tu as un Ah, OK. présentateur, ce qui fait que c'est un petit peu petit pour certains. Ah, OK. Je vais voir comment je peux le faire. Je ne sais pas. Attendez, je vais débrancher peut-être les écrans. On va essayer d'y aller comme ça. OK, je recommence. Donc, est-ce que comme ça, c'est mieux? C'est parfait. Oui, OK, parfait. Donc maintenant, éco-anxiété en bref. Si je vous demandais, vous pouvez l'écrire sur le chat, là, selon vous, quelle est la proportion de personnes au Québec qui éprouvent de l'éco-anxiété? Fait qu'en termes de pourcentage, là, je vous invite à l'écrire sur le chat. Fait qu'il y en a 70, 45, 90. En fait, là, ce que je vous présente, c'est issu d'un travail de chercheurs à l'Université de Sherbrooke qui ont sondé 10 000 Québécois. Donc, c'est 49,7 des 18 à 24 ans. C'est quand même près d'un jeune sur 2 qui exprime avoir ressenti au moins une manifestation de l'éco-anxiété. Dans le reste de la population, c'est environ 1 personne sur 4. Ce qu'il faut savoir, c'est dans la proportion là, des jeunes, c'est principalement les femmes et les personnes qui ont un niveau de scolarité universitaire qui éprouvent davantage d'éco-anxiété. Maintenant, comment on définit l'éco-anxiété? C'est un malaise psychologique, physique qui est causé par l'appréhension d'une menace associée à la crise écologique qui peut elle-même être perçue comme étant incertaine et peu contrôlable. On n'a pas besoin d'avoir, par exemple, eu des conséquences directes de la crise climatique pour percevoir cette menace-là. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'avoir eu une maladie cardiovasculaire causée par divers polluants pour ressentir la menace de la crise climatique. Les définitions d'ailleurs que je vous présente là, sont issues de 2 articles de Clayton et Gus Lessard. Gus Lessard, qui est une chercheuse de l'UQAM, qui
travaille sur l'éco-anxiété. Donc, ici, je vous présente les réactions émotionnelles et physiques. Quand on parle d'une réaction émotionnelle, ça peut être de ressentir la culpabilité, l'impuissance, la tristesse, la peur, colère, irritabilité, désespoir. Et ça va mener à différentes réactions physiques. L'isolement, les cauchemars, l'insomnie, crise de panique, stress et dépression. Maintenant qu'on a vu les statistiques et la définition de l'éco-anxiété, ben, pourquoi on s'intéresse à l'éco-anxiété en milieu de travail? Pour répondre à cette question-là, ben, je vous demanderais, selon vous, combien d'heures on va travailler au courant de notre vie? Vous pouvez aussi l'écrire sur le chat, là. Donc, selon vous, combien d'heures travaillerons-nous au courant d'une vie? Quelqu'un dit Félix 60 000, Sophie 50 000. Donc, en fait, c'est 90 000, c'est même près de 100 000 pour certaines catégories d'employés. Qu'est-ce que ça nous montre? Bien, ça nous montre que les organisations doivent faire partie de la solution parce que les citoyens qui éprouvent de l'éco-anxiété, ce sont également des travailleurs. Dans les années 2000, les organisations ont mis sur pied toutes sortes de programmes de qualité de vie au travail. Mais là, il faudrait aussi mettre des programmes qui permettent de réduire, d'atténuer l'éco-anxiété en milieu de travail. Donc, les organisations, elles doivent faire partie de la solution. Maintenant, donc, pourquoi s'intéresser à l'éco-anxiété en milieu de travail? L'éco-anxiété, premièrement, pourrait entraîner des comportements négatifs. Difficulté à prendre des décisions, hostilité au travail, absentéisme, présentéisme. L'absentéisme, c'est le fait d'être physiquement absent. Présentéisme, c'est on est physiquement au travail, mais mentalement, on est absent. Et puis, ça entraîne aussi une intention de démissionner. Ensuite, à l'échelle mondiale, on estime que 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année à cause de l'anxiété. Ce qui coûte 1 milliard de dollars en perte de productivité. Là, je sais que je vous présente une statistique sur l'anxiété globale, mais sachant que l'éco-anxiété est une forme d'anxiété associée à l'environnement, il est plausible de supposer que l'éco-anxiété participe là, à cette statistique qui est assez alarmante. Ensuite, ce qui était assez paradoxal, c'est que nous, on avait réalisé une revue systématique là, avec d'ailleurs un projet de recherche financé par le réseau de recherche en économie circulaire avec le professeur Pascal Paillé. On avait engagé aussi une postdoctorante pour déchiffrer le sujet puis faire un portrait de l'éco-anxiété en milieu de travail. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'éco-anxiété, elle est sous-étudiée en milieu de travail, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Maintenant, comment on peut réduire l'éco-anxiété? Donc, il y a deux façons de l'atténuer. Ça peut être par des pratiques organisationnelles. Qu'est-ce qu'on entend par pratiques organisationnelles? C'est des pratiques de management, des pratiques de ressources humaines durables, par exemple du recrutement écologique. Et il y a aussi des pratiques individuelles qui sont, par exemple, l'adoption de comportements éco-responsables. C'est juste pour préciser là, que le projet financé par le réseau s'est davantage concentré sur les pratiques organisationnelles. Puis aujourd'hui, pour les besoins du webinaire, là, je vous présente ce qui est en lien avec les pratiques individuelles. Donc, on passe au deuxième camp de base, pratiques individuelles. Dans un environnement environnemental, les pratiques individuelles, elles font référence à des comportements éco-responsables. Les comportements éco-responsables sont majoritairement volontaires, discrétionnaires. Dans une revue systématique aussi que j'ai réalisée avec des collègues là, sur une période on a recensé des articles publiés sur une période de 45 ans. Ce qu'on a démontré, c'est que les comportements éco-responsables sont à 90% des comportements volontaires. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'apporter sa propre bouteille d'eau, ses ustensiles, de prendre par exemple les transports en commun. Donc ça, c'est des comportements volontaires qui sont non spécifiés dans la description de poste et qui, grâce aux efforts des employés, vont rendre l'organisation et la société plus durables. Donc, les comportements extra-rôles, on va les appeler, en fait, les comportements volontaires, on va les appeler des comportements extra-rôles, donc qui vont au-delà de notre tâche de travail.
Les comportements qui sont prescrits, c'est par exemple si vous avez l'obligation de mettre sur pied une politique environnementale, une norme ISO. Ensuite, l'éco-anxiété, elle peut être soit positive ou négative. Quand on parle d'une éco-anxiété positive, on fait référence à l'eustress. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, mais c'est un stress qui est positif, c'est un stress qui est optimal. Dans notre journée de travail, dans le fond, c'est le stress qui va nous permettre, qui va nous stimuler, nous motiver au travail. Donc, si on a un niveau d'anxiété qui est faible à modéré, bien, ça peut stimuler la résolution de problèmes, puis entraîner l'adoption de comportements éco-responsables. Pourquoi? Bien, je peux être plus éco-vigilant, éco-innovant. Bien, il faut se rappeler que c'est un stress, là, c'est une éco-anxiété qui est faible à modéré. Si, en contrepartie, l'éco-anxiété qui est négative, donc c'est une anxiété qui est élevée, elle peut entraîner un sentiment d'impuissance, de paralysie et de désengagement moral. Donc, il y aurait une forme d'épuisement et ce qui fait en sorte qu'on est immobile puis qu'on a de la difficulté à adopter des comportements éco-responsables dans ce contexte-là. Là, ce que je vous résume, là, c'est issu des études de Picala. Je vous mets toujours les références Joshua et Verplanken. J'espère que je prononce bien le nom, mais vous voyez que les références sont assez récentes, 2000-2022. Donc, c'est un sujet qui commence à émerger dans la littérature scientifique. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous parle des comportements éco-responsables. Donc, on va les catégoriser ensemble. Wands et Dilcher, ce sont deux chercheurs qui, à ce jour, ont proposé la catégorisation qui est la plus complète. Ils ont recensé plus de 3000 comportements en Amérique et en Europe. Puis, en fait, issus d'environ 300 types de postes différents. Donc, on peut classer les comportements éco-responsables en 5 grandes catégories que vous voyez ici. Préserver les ressources, c'est par exemple, je trie les matières dans les bacs appropriés. Éviter les préjudices, je me rends au travail à vélo. Travailler durablement, c'est utiliser des fournitures, du matériel qui est plus durable. Donc, ces trois catégories de comportements, ce sont des comportements qui sont directs. J'adopte le comportement. Un comportement qui est indirect, c'est qu'il y a un intermédiaire entre moi et le comportement. Je vous donne un exemple. Influencer les membres. Tiens, je prends l'exemple du réseau de recherche en économie circulaire qui organise un webinaire sur l'éco-anxiété. Donc, ça rentre dans influencer les membres. Qui est l'intermédiaire? C'est le formateur entre le réseau et les participants. Ensuite, quand on parle d'initiative individuelle, c'est par exemple, je vais faire de l'activisme, je vais aller voir mes collègues, je vais leur dire d'éteindre les lumières, leur matériel informatique. Donc là, retenez ces 5 catégories-là. De toute façon, on va les revoir ensemble, mais pourquoi je vous les présente? Parce que tout à l'heure, quand vous allez déterminer quel est votre profil, votre identité écologique, c'est basé sur ces 5 catégories de comportements éco-responsables. Maintenant, ici, je vous présente différentes stratégies pour encourager les comportements éco-responsables. Tout ce que je vous présente, c'est issu là, de travaux de recherche que j'ai réalisés avec le professeur Pascal Paillé. Récemment, en 2023, on a publié une étude qui, en fait, démontre que les employés qui sont surchargés dans leur travail ça va être contraignant pour adopter des comportements éco-responsables. Puis je m'explique. Même si un employé a des valeurs environnementales fortes, s'il est en période de surcharge, bien, ces comportements-là vont passer sous le radar. Pourquoi? Pensez-y, dans une journée de travail, on a un temps qui est limité. On va se concentrer avant toute chose à la tâche qui est prescrite, à ce pourquoi on est rémunéré. Comme je l'ai mentionné précédemment, les comportements éco-responsables sont en majeure partie des comportements extra-rôles, des comportements discrétionnaires. Donc, en situation de surcharge de travail, je vais moins adopter ce type de comportement-là, même si j'ai des valeurs environnementales fortes. On s'entend que recycler, je ne sais pas, là, une feuille de papier ici, ça ne nous demande pas beaucoup d'énergie, mais si je veux mettre sur pied un colloque sur le développement durable, bien, je dois avoir l'espace mental pour réfléchir à ces questions-là. Donc, tout ce qui est des pratiques, en fait, les politiques de responsabilité sociale et environnementale des organisations devraient être pensées en termes de
ressources humaines. Autrement dit, si on se soucie du bien-être des employés, ceux-ci vont être plus, disons, incités à se soucier aussi du bien-être environnemental. Ensuite, donc là, on vient de discuter de la diminution des facteurs de stress, mais on doit aussi augmenter les ressources. Dans l'organisation, il y a 3 sources de soutien possibles. Celui organisationnel, en fait, de la haute direction, superviseur et collègues. Selon vous, si je vous pose encore la question sur le chat, est-ce qu'il y a un type de soutien qui influence davantage les employés à adopter des comportements éco-responsables? Est-ce que c'est le soutien organisationnel du superviseur ou de vos collègues? Donc, organisationnel, collègues. En fait, le soutien organisationnel, il est essentiel, mais il n'est pas suffisant en soi parce que surtout dans des grandes organisations, des fois, ce que les employés, ce qu'ils nous disent quand on va en entreprise, c'est ça paraît tellement éloigné que oui, même si on a une vision environnementale, c'est pas ce qui va m'influencer au quotidien. Donc, le soutien organisationnel, il est essentiel, mais c'est davantage le soutien du superviseur ou des collègues qui peuvent, par le lien de proximité, parce qu'on les voit au quotidien, qui peuvent agir comme des ambassadeurs verts et qui peuvent nous influencer. Ensuite, il existe 4 formes de soutien. Soutien instrumental. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour adopter ressources autant matérielles que financières, pour adopter des comportements éco-responsables? Informationnel, c'est d'offrir de la formation, puis de rompre aussi avec les manières traditionnelles d'offrir de la formation. Durant la session, j'ai été avec une 60aine de mes étudiants en gestion du changement. On a visité une exposition que j'avais mise sur pied à la biosphère avec ma collègue Sophie Bernard. Donc ça nous a permis de discuter du zéro déchet, des comportements éco-responsables dans un autre contexte. Évaluative, c'est super important de donner de la rétroaction. Souvent, ce qui ressort aussi, c'est, ben oui, on a reçu une formation, mais ça paraît vraiment éloigné de mon organisation du travail, de mes tâches. Donc, d'avoir un soutien puis en fait, de donner de la rétroaction émotionnelle, d'avoir un espace de partage où on peut aussi discuter pour réduire l'éco-anxiété. Je termine avec, on a réalisé une autre étude qui relie l'empowerment au comportement éco-responsable. Il y a 4 dimensions, les compétences. Est-ce que j'ai les compétences pour adopter des comportements éco-responsables? Ça revient à donner de la formation. Est-ce que mon travail a un sens à mes yeux? Est-ce que j'ai un pouvoir de décision? Si je travaille dans une épicerie, je suis un commis, je décide de mettre sur pied, je propose en tout cas un comptoir en vrac. Est-ce que j'ai l'autonomie pour le faire ou on va me dire que ça ne fait pas partie de ma description de poste? Et est-ce que je peux avoir un impact? Est-ce que je peux avoir une influence dans mon équipe de travail? Donc là, je viens de vous présenter des demandes et des ressources. C'est le modèle de stress de travail qui permet d'encourager les comportements éco-responsables. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, de cette deuxième partie? Au lieu de chercher à éliminer complètement l'éco-anxiété, c'est important de développer notre capacité à la comprendre, à la gérer, à tirer des enseignements de nos craintes. Nous pouvons ainsi canaliser cette anxiété vers des actions qui vont être significatives, porteuses de sens, comme les comportements éco-responsables. Les comportements éco-responsables peuvent atténuer l'éco-anxiété parce que en fait, ça procure un sentiment d'auto-efficacité lorsque j'ai une rétroaction rapide et concrète. Là, j'ai mis attention en rouge, rose. Là, miser uniquement sur les comportements éco-responsables peut avoir pour effet de surresponsabiliser les employés puis de leur faire porter tout le poids du changement climatique. C'est pas du tout, là, je suis pas dans cette posture-là ici. D'ailleurs, là, je vous montre, je termine cette partie-là avec une image, une illustration qui a été réalisée par Stéphane Lemardelet. Je vous laisse là, la regarder. En fait, quand on parle ici de surresponsabiliser les employés, c'est ce que cette illustration évoque. C'est que des fois, par exemple, les employés arrivent avec leur bac de recyclage, mais il y a une industrie qui est très polluante. Donc, c'est important aussi que les instances organisationnelles prennent action.
Donc, le livre tout à l'heure, Laurent, en début de présentation, tu parlais du livre Green Behaviors in the Workplace. Donc là, on va le publier en français. Ça va s'intituler Comportement éco-responsable. Puis on va avoir des superbes illustrations d'un BDiste qui va illustrer chacun des chapitres. C'est à apparaître là, cette année aux presses de l'Université Laval. Donc maintenant, je poursuis avec le jeu sur l'identité écologique. Alors, prêt à tester j'espère que vous êtes prêts à tester votre engagement. Le jeu propose 5 identités écologiques qu'on va regarder dans quelques instants ensemble. L'identité écologique, elle est déterminée en fonction de 2 facteurs, les comportements éco-responsables et l'intensité. Le jeu, ce qu'il permet, en fait, moi, c'est ce que je souhaite, c'est vraiment une prise de conscience des comportements éco-responsables en milieu de travail pour inciter un engagement vers l'environnement. C'est juste pour vous situer là, que le jeu, en fait, découle de mes recherches durant ma thèse de doctorat qui ont été publiées ici dans le livre que vous voyez. Initialement, j'ai développé un jeu de 75 cartes, un jeu physique, et ce sont des collègues en génie logiciel, Olivier Gendreau et David Vaillant, qui ont développé le volet numérique du jeu pour nous permettre de le tester aujourd'hui. Donc ici, les identités sont en fonction de 2 axes, comportemental, intensité. Fait que je vous donne un exemple avec le recyclage. Une personne éco-laissez-faire, je ne recycle jamais. Éco-hésitant, parfois, je recycle. Éco-engagé, il m'arrive souvent de recycler. Éco-altruiste, je recycle toujours. Éco-activiste, je n'ai pas besoin de recycler parce que je pratique le zéro déchet. Je vous présente les 5 identités, puis j'aimerais ça que vous écriviez là, sur un papier avant de jouer. Selon vous, quel est votre profil? Éco-laissez-faire, attitude d'une personne qui n'intervient jamais dans la protection de l'environnement. Donc là, c'est une personne qui a une perception négative de la situation. Éco-hésitant, attitude d'une personne qui présente une faible sensibilité pour la protection de l'environnement, peu d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible, mais des fois, c'est un manque de connaissances sur le sujet. Éco-engagé, attitude d'une personne qui présente une sensibilité modérée pour la protection de l'environnement. Je suis disposée à en faire plus. Éco-altruiste, attitude d'une personne qui se soucie fortement du bien-être de l'environnement, donc une personne bienveillante. Et là, éco-activiste, attitude d'une personne qui milite activement pour la protection de l'environnement. Donc, écrivez selon vous quel est votre profil. Puis, on va le tester. Donc, je vais vous partager tout de suite le lien pour que vous puissiez jouer. Je vous le partage sur le chat. Est-ce que tout le monde a reçu sur le chat le lien? Oui, OK. Fait que vous devriez avoir accès à la page ici. Je veux juste vous dire que le jeu, en fait, vous allez devoir évaluer les comportements que vous adoptez en milieu de travail. Vous devez répondre de façon spontanée. C'est anonyme, c'est confidentiel. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger. Là, c'est vraiment une évaluation individuelle. Fait que là, vous répondez aux questions. S'il y en a, vous me dites si vous êtes arrivé à la page conditions d'utilisation. Quand quelqu'un est rendu là, OK. Ben là, je ne veux pas vous endormir avec toutes les conditions d'utilisation, mais en fait, c'est juste, ça, c'était les crédits du jeu. C'est juste pour vous dire que vous ne pouvez pas le transférer à d'autres personnes. C'est juste pour les besoins du webinaire. On va le rendre en libre accès dans les prochains mois. Mais ça dit juste que c'est confidentiel, puis ça résume là, toute la théorie que je vous ai présentée. Donc, quand vous acceptez les conditions, vous allez retrouver les 5 catégories de comportements. Donc là, vous cliquez sur « Continuer ». Puis il suffit en fait de lire les 5 cartes. Quand vous dites « Ah, ça, c'est moi », vous cliquez dessus puis vous poursuivez. Fait qu'est-ce que savoir si c'est clair pour tout le monde pour les explications?
Ouais, OK. Fait que je vous laisse jouer. Quand quelqu'un est arrivé au résultat, là, juste à me le dire.
Je vois que certaines personnes ont terminé, mais les autres, là, je veux pas vous presser. Je vous ai envoyé un lien sur Slido où vous allez pouvoir juste dire c'est quoi votre style, euh, votre profil plutôt. Puis, pour celles et ceux là, qui ont terminé, les autres, là, je veux pas vous déranger, fait que vous pouvez peut-être fermer le son, mais c'est juste pour vous montrer que c'est normal que selon les différentes catégories, votre profil soit différent. Vous voyez aussi votre profil global. Vous allez voir où vous vous situez. Fait que pendant que les autres terminent, l'objectif ici, ça va être de prendre un engagement éco-responsable, puis je vais vous donner le lien. Donc, à la suite de l'activité, prenez un engagement éco-responsable pour améliorer votre performance environnementale, mais on veut aussi faire du renforcement positif. Donc, ici, je vous donne un exemple. Vous pourriez dire d'ici la fin de l'année, je souhaite réduire l'utilisation de l'auto pour me rendre au bureau. Je souhaite venir 3 fois par semaine, par exemple, en transport en commun. Et concernant mes comportements positifs, je suis fière de participer aux formations et je vais continuer dans ce sens. Fait que je vais tout de suite vous partager le lien pour l'engagement éco-responsable. Quand vous allez arriver sur la page ici, vous cliquez sur le petit plus et là, ça vous permet de prendre un engagement éco-responsable. C'est anonymement. Je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé. Je vois qu'il y a quelqu'un qui fait des recherches doctorales sur l'éco-anxiété. Donc, j'espère que ça le fait écho aussi à vos recherches, là, ce que j'ai présenté. Les autres, je vous laisse poursuivre. Je partage aussi les résultats. Donc, c'est principalement éco-engagé, quand même beaucoup d'éco-altruistes, 7% hésitant éco-activiste, puis 0 éco-laisser-faire. C'est génial. Est-ce que tout le monde a terminé le jeu d'y répondre? OK. Fait que pendant que vous terminez aussi d'écrire vos engagements là, éco-responsables, je vais repartager ma présentation. Tout le monde revoit bien la présentation, grand écran, grand écran.
Oui, Oui? on la voit. OK, parfait. Euh, alors ici, si vous n'avez pas terminé, là, je vous incite, je veux dire, à prendre votre engagement éco-responsable. C'est l'objectif aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction de l'identité écologique, elle peut fluctuer, hein. C'est un apprentissage qui est permanent, puis ça peut donc évoluer à travers le temps. Pourquoi? Ben parce que ça dépend, je le rappelle, des comportements qu'on adopte qui eux-mêmes peuvent changer en fonction aussi de l'intensité qu'on y met. Si je résume ce que je vous ai présenté, ben, les pratiques organisationnelles, plus j'ai des pratiques de management de ressources humaines vertes, plus ça va inciter les employés à adopter des pratiques individuelles qu'on appelle des comportements éco-responsables. Et ça devrait atténuer mon niveau d'éco-anxiété. Si mon mot de la fin, là, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Donc, tout à l'heure, j'avais commencé par la montagne à Banff. Donc, là, on revient encore à Banff sur ces montagnes. Pour devenir des acteurs de changement respectueux de nos écosystèmes, les instances gouvernementales, les organisations et les citoyens devront positionner les humains et l'environnement au cœur de leurs décisions. Et c'est ce que je nous souhaite là, collectivement. Ici, j'ai mis un code barre parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une exposition que j'ai mise sur pied à la biosphère. Donc, on a fait un site web avec toutes les archives de cette exposition. À l'exposition, on a mesuré l'éco-anxiété des visiteurs. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, là, prochainement, on aura des résultats. Je vais aussi vous partager dans le chat le lien direct vers le site. Si vous souhaitez qu'on reste en contact, il y a mon LinkedIn. Si vous aviez aussi des questions, là, je pourrais y répondre, mais des commentaires sur le jeu, page à Polytechnique où je partage mes expertises. Sinon, j'ai fondé le LAC, qui est un laboratoire d'apprentissage par les cas. On vient de publier, je l'ai à quelque part sur mon bureau, une étude de cas sur le verdissement des chantiers de construction au sein de Pomerleau. Donc, on publie des études de cas à travers le LAC. Donc, voilà. Je suis prête pour, je ne sais pas si on a le temps, oui, on a un petit, je pense, 15 minutes pour une période de questions. Je vais fermer l'écran. Je vais vous partager sur le chat là, si l'exposition à la biosphère où on a invité des artistes à traduire de nos données de recherche, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous l'ai partagé là, sur le chat. Vas-y, Cathy. Cathy, ton micro est coupé. Virginie, je vais admettre de manière publique et avec toute humilité Oui, que mes notes, même si j'étais comme éco-engagée, que j'avais des notes, même en altruiste, qu'il y avait quand même une oui. catégorie où j'étais éco-hésitante. C'est pour quel? Prendre des initiatives et je pense que c'est dans ton premier fichier quand tu dis, tu sais, j'en ai juste comme trop. Ouais. Dans ta présentation, tu sais, des fois, c'est un peu ça. Mhm. Mais est-ce que tu notes une certaine variété dans les profils? Ou c'est Ben, personne sort fort, souvent dans tout, ou faible bon, dans tout? qu'on observe, là, parce que j'ai donné la formation, ben, autant à l'université, mais aussi dans des entreprises privées, publiques, on remarque que les comportements indirects, prendre des initiatives puis influencer les autres, c'est parfois plus faible que les comportements directs, donc les comportements qu'on adopte Mhm. soi-même. Parfois aussi, il y a une étude qui a démontré que les comportements indirects ben, nécessitent plus de temps, plus d'énergie, Mhm. parce que de mettre sur pied un colloque, de regrouper des gens, Exact. c'est pas la même chose que prendre le transport en commun. Donc, ça, c'est une des premières aussi raisons, mais aussi des fois, en milieu de travail, les études démontrent que ça peut être parfois intrusif quand on a des comportements activistes, puis qu'on va voir ses collègues, puis qu'on leur dit, ben, ou qu'on va éteindre leur lumière, ils peuvent se dire, OK, ben là, tu rentres trop dans mon espace. Fait qu'il y a ça aussi. C'est des comportements qu'on va considérer plus risqués par rapport à ses collègues, mais qui nécessitent aussi plus d'efforts. Et est-ce que si je peux me permettre une petite question de relance, est-ce que tu as vu une différence peut-être entre un employé d'une grande institution, tu sais, comme une université dans mon cas, versus des plus petites organisations, peut-être plus à leur échelle d'impact?
C'est pas tant, je dirais, la OK. grosseur de l'organisation, mais c'est le type d'employé. Tu sais, des fois, c'est principalement, ça a été, par exemple, dans une entreprise, c'était le comité écologique, le comité vert. Donc là, Mm. c'est des gens de par leur travail, leurs valeurs, c'était plus associé, fait que c'était à ce niveau-là, mais là, à Polytechnique, j'ai fait une demande éthique. L'objectif, ça serait de récolter des données sur plusieurs années, puis vraiment d'essayer de voir est-ce qu'il y a des catégories de travailleurs, des types d'emplois qui présentent des profils différents. Merci, fort intéressant. Merci, Cathy. Je vois que Magali... Ah, je t'entends pas, à moins que je sais pas si c'est juste moi. Non, j'entends pas non plus. OK. Mieux, là? Ça marche mieux? Oui. Ouais. Ouais, ok, super, j'avais pas baissé le truc. J'avais une question parce que j'ai mon fils qui est en maternelle, il a 6 ans, et je me rends compte qu'en fait, souvent pour les enseignants qui ont ce truc-là à faire, là, d'expliquer un petit peu c'est quoi l'environnement, ça vire en éco-anxiété. C'est-à-dire qu'ils ont demandé aux étudiants, aux enfants, comment est-ce qu'on serait dans 100 ans, et ils ont tous dit on sera tous morts, quoi, en fait. Donc la planète va péter. Donc en fait, je me demandais, parce que moi je travaille avec toi dans ce domaine-là au niveau de l'université, mais est-ce que vous avez regardé ce qui se fait au niveau de l'enseignement et cette logique qu'il y a jusqu'à l'université? Parce que finalement, tu crées l'anxiété dès la maternelle, quoi. C'est un peu c'est un petit peu raté, quoi, tu vois. Tu donnes pas Ben, de comportement, franchement, pour les aider. Ils ont juste l'impression que on fait n'importe quoi. Mon fils rentre à la maison en me disant, mais on fait n'importe quoi, maman, on va tous crever. Tu sais, c'est comme, il y a peut-être quelque chose que, je sais pas, je ben, posais la question naïvement. oui, en termes de formation, c'est sûr que si on donne une formation, puis là, je l'avais juste présenté les éléments catastrophiques de la crise climatique, ben là, quand on mise uniquement là-dessus sur la menace, oui, évidemment, ça peut augmenter l'éco-anxiété. Donc, ce que les études nous démontrent, c'est que, en fait, il faut aussi proposer des pistes d'action, des solutions, comment on peut se mettre en action. L'éco-anxiété, la crise climatique, je veux dire, elle est présente, donc ça, c'est important d'en discuter, mais c'est comment on en discute. Puis il n'y a pas une solution non plus unique, mais c'est comment on va doser, comment on va présenter les faits, puis ensuite comment on va trouver des activités pour passer à l'action. Donc, je ne sais pas, Magali, si ça répond bien, là, mais c'est l'objectif, puis c'est ce que j'essaie aussi de faire, là, mais je sais que ce n'est pas toujours évident. Ensuite, j'ai vu que Félix a la main levée. On avait une question d'abord dans le chat Ah de oui, Axel, j'essaie de faire un peu dans l'ordre. Donc Axel pose la question, est-ce que les résultats de votre étude projet de verdissement des chantiers avec Pomerleau sont accessibles? oui, en fait, je vais vous envoyer, je vais le mettre tout de suite dans le chat, là. C'est une étude de cas qu'on a publiée. Je vais vous l'envoyer. Par contre, elle est publiée à travers les presses de Polytechnique, donc elle est payante. J'ai eu une subvention jusqu'en 2025 avec mon collègue Mario Bourgault. On a plusieurs étudiants qui travaillent, qui sont aujourd'hui sur les chantiers de construction. Puis c'est tout un défi. On travaille sur le verdissement, nous, à travers les comportements éco-responsables. C'est quoi les processus motivationnels? Ça entraîne, je ne vais pas trop m'étendre, mais une panoplie de défis parce que c'est dans des endroits géographiquement différents. Il y a beaucoup de sous-traitants. C'est compliqué à changer les mentalités. Donc, si je reviens à la question, oui, c'est disponible, mais en ce moment, l'étude de cas, elle est payante. Puis, on va avoir des résultats qui vont être publics là, dans les prochains mois, voire années. Donc, on va les partager. Félix, vous pouvez y aller, désolé. C'est bon, il n'y a pas de problème. Dans le fond, j'aurais fait du pouce un peu sur la question de Magali. Est-ce que dans les recherches, on voit un peu, si on veut, un passage obligé à un moment où justement on vit une éco-anxiété qui nous empêche un peu d'avancer pour après ça apprendre à comprendre comment on se sent, puis tu sais, finalement baisser l'éco-anxiété? Y a-t-il un peu cette tendance-là à devoir un peu monter pour après ça être capable de mieux gérer cette anxiété-là? Si je résume, est-ce qu'il y a comme un niveau, vous voulez dire, d'éco-anxiété? Est-ce que je comprends bien? Puis là, ça nous permettrait, si on a un type de formation, est-ce que c'est un peu Ouais, ben ça? tu sais, si on passe un peu aux jeunes justement qui se fait un peu tout garrocher ça, puis que, OK, ben, tu sais, si ça a l'air beaucoup trop grand, puis que c'est peut-être un peu finalement le passage obligatoire de beaucoup de personnes d'avoir ce stress-là qui arrive pour après ça être capable de le gérer. Ben, comme on a vu tantôt, l'éco-anxiété, lorsqu'elle est à faible ou d'intensité modérée, c'est là que ça peut être bénéfique.
Par contre, si on arrive à un niveau d'anxiété là, qui est trop élevé, ben là, ça peut entraîner un épuisement puis justement de l'immobilisme. En fait, j'aurais de la difficulté à bien répondre à vos questions à votre question, parce que là, on est en train d'analyser les résultats qu'on a collectés à la biosphère auprès de visiteurs. Donc, autant des enfants que des adultes. On a mesuré leur niveau d'anxiété. On a mesuré aussi est-ce qu'une activité comme ça, une visite d'un musée où on parle de zéro déchet, où on parle de la crise climatique, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'éco-anxiété? Puis là, on va envoyer notre deuxième questionnaire, là, temps de mesure, temps 2, pour voir s'il y a eu vraiment, si dans le temps, il y a une influence. Donc, je ne pourrais pas vous répondre là, précisément, mais je vous renverrai. Je sais que Gousse Lessard, là, qui est à l'UQAM, fait beaucoup de recherches sur l'éco-anxiété. Ça pourrait être de voir si elle a étudié ça, mais moi, je ne pourrais pas vous dire là, précisément à quel niveau d'éco-anxiété. Super, merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ouais, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Je me demande justement depuis quand a-t-on identifié cette anxiété-là? Depuis quelle année? Parce que moi, bon, j'ai 57, je peux dire que depuis mon adolescence, c'est présent. Et par une perte au début d'une liberté au niveau de la nature. Plus le droit d'aller là plus le droit d'aller là. Donc, cette anxiété a commencé par ça, par perte de jouissance, de contact avec la nature. Oui. Donc, depuis quand? J'aimerais ça vous dire la date exacte, je sais, parce qu'on a réalisé une revue systématique là, qui avait été financée par le réseau de recherche en économie circulaire avec une Pascale Paillé, une postdoctorante. J'essaie de trouver la date. Je sais que, en fait, dans la presse, on a commencé de plus en plus à en parler, puis là, c'est devenu un objet de recherche. Nous, on l'a étudié en milieu de travail, puis là, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais je crois que la première étude je pense que c'est en 2014 qu'on a trouvé qui est associé à l'éco-anxiété en milieu de travail, mais je pourrais vous envoyer la date exacte. Il faudrait que je relise moi-même des fois quand on fait une étude, puis là, on passe à autre chose. J'ai pas la date en tête, mais là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui fait son doctorat sur l'éco-anxiété. Est-ce que c'est Maude? Fait que peut-être que Maude a la réponse. Oui, ben, je veux pas m'immiscer puis donner des réponses, mais je peux répondre un petit peu à Magali puis un petit peu à Julie. Julie, le terme éco-anxiété, il est arrivé dans la littérature en 97-98. C'est une, il me semble, canado-belge. Et là, j'ai pas son nom comme ça, mais c'est elle qui a en premier nommé l'éco-anxiété. Mais c'est vraiment durant puis Virginie, je pense que vous pourrez le dire, c'est à peu près là, les 20 dernières années que les études ont explosé, mais en milieu de travail, c'est encore très, très rare. Et c'est pour ça que je travaille aussi là-dessus. Puis Magali, dans le nouveau cours au secondaire, éthique, secondaire 2 et secondaire 4 pour les jeunes, le cours Culture et citoyenneté du Québec, il va avoir un volet sur l'éco-anxiété, sur l'éducation au changement climatique parce que ça fait vraiment défaut. Puis au Canada, l'éducation au changement climatique et donc l'éco-anxiété, elle est fragmentée, elle est très inégale selon les provinces, en particulier le Québec, on fait office de parents pauvres littéralement. Donc, ça va être un petit peu remédié et ils vont présenter évidemment des solutions, comme vous l'avez dit Virginie, pour essayer de, oui, comprendre c'est quoi les changements climatiques, mais comment on peut agir pour la lutte contre eux. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, oui, aussi, ça nous éclaire. Fait que ça, moi, c'est vraiment en milieu de travail, là, puis c'est assez récent qu'on en parle. Puis là, Magali, je pense que tu le sais parce que je suis en train de monter un cours à Polytechnique qui va avoir de l'enseignement à travers les arts en plein air. Bref, c'est mon souhait. Puis cet objectif-là, c'est pour aussi essayer d'atténuer l'éco-anxiété. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que Laura... Il n'y a plus de questions, j'ai l'impression. Merci à tous d'avoir été là. Merci Virginie pour l'activité. C'était super intéressant. J'espère vraiment que chacun arrivera à tenir ses engagements. Puis c'était vraiment cool, c'est ça, de voir un petit peu notre niveau d'engagement éco-altruiste, etc. Je ne connaissais pas et c'était très intéressant. Je vous remets dans le chat toutes les informations pour les prochains événements du réseau et également, je le rappelle, les webinaires du laboratoire de construction du CIREC.
Donc voilà, merci à tous, merci Virginie et bonne journée à tout le monde. À bientôt sur un prochain webinaire. Merci. Bonne Merci. journée. Merci.